à présent prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, M. Elgassi Mohané, de son exposé et nous nous félicitons de la participation à cette réunion du représentant permanent du Mali, Issa Konfourou. Les autorités maliennes déploient des efforts à grande échelle pour normaliser la situation, pour créer les conditions nécessaires pour organiser les élections générales en temps voulu. La feuille de route de transition est mise en œuvre progressivement. Des mesures sont prises pour mettre en place une législation électorale, pour mener les réformes nécessaires pour réorganiser le territoire. Un nouveau projet de constitution, on est au stade des négociations au niveau national. Le report du référendum constitutionnel, annoncé le 10 mars par le gouvernement du Mali, est conditionné par des causes objectives. Il est indispensable de créer des conditions permettant à un maximum de citoyens maliens de s'exprimer librement et en toute tranquillité. À l'heure actuelle, la priorité absolue est d'instaurer la sécurité dans le pays, vu notamment le retrait complet des forces des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba. Les autorités maliennes se disent également attachées à la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger sur lequel il faut s'appuyer pour établir paix durable et concorde nationale dans le pays. Dans le cadre du travail du comité de contrôle, sont prévues des mesures pour développer plus vite les territoires du Nord, remettre en place les organes du pouvoir étatique et intégrer les anciens combattants dans les forces armées nationales. Le processus de pourparlers n'est guère simple. Ce qui compte, c'est que les signataires de l'accord de paix fassent preuve de souplesse et soient ouverts au compromis pour préserver la paix et la sécurité et l'unité au Mali. Sans normalisation de la situation au Mali, il sera impossible de garantir la stabilité dans l'ensemble du Sahel. On observe toujours dans une partie significative du territoire malien des exactions de groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Des raids sont lancés contre la population civile et des subdivisions de l'armée malienne et de casques bleus. Néanmoins, malgré des difficultés objectives, les forces armées du Mali ont montré qu'elles étaient capables d'obtenir des résultats en matière de lutte antiterroriste. Nous nous félicitons du lancement de la stratégie nationale de stabilisation dans les régions centrales du Mali. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes ont pour objectif de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le pays surmonte les défis auxquels il est confronté, avant tout en matière de sécurité et de stabilité en matière de politique interne. Nous soutenons l'activité de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui a pour objectif d'aider Bamako et la population du pays à résoudre les problèmes les plus pressants. Nous relevons les efforts de la MINUSMA pour aider à stabiliser le Mali. Nous prenons note également des menaces qu'entraîne pour les casques bleus le service dans ce pays. Et nous rendons hommage à la mémoire des soldats de la paix qui ont donné leur vie pour garantir paix et stabilité au Mali. Pour que la mission puisse s'acquitter de ses fonctions avec succès, il faut une coordination étroite avec l'État hôte et le respect de la souveraineté du Mali. Il faut se concentrer sur l'exécution des éléments clés du mandat, avant tout en ce qui concerne la protection des civils et l'aide aux forces de sécurité du Mali. La MINUSMA doit également s'en tenir rigoureusement à son mandat en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne le soutien aux autorités maliennes pour tout ce qui relève des enquêtes. Nous regrettons qu'une série de pays fournisseurs de contingents ait décidé de mettre fin à ou de suspendre leur participation à la MINUSMA. Dans le contexte de la discussion de la reconfiguration de la présence des casques bleus, nous considérons que tout changement des modalités du travail de la mission doit répondre aux défis principaux du pays. De se coordonner en temps voulu avec Bamako et de se fonder sur l'opinion de l'État hôte. La Russie apporte à l'armée malienne une aide dans divers domaines, notamment pour renforcer ses capacités de combat, former le personnel militaire et les forces de l'ordre. Notre coopération bilatérale se fait à la demande de Bamako et dans le respect strict des normes applicables du droit international. Grâce notamment au soutien russe, les forces armées du Mali ont pu renforcer de manière significative leurs capacités en matière de lutte antiterroriste et d'aboutir à des résultats bien réels sur le terrain. Nous avons entendu, encore une fois, les réactions négatives de nos collègues occidentaux face au renforcement de la coopération russo-malienne. Nous regrettons que les questions de la concurrence géopolitique les tracassent autant.
Leurs reproches n'ont au fond aucun lien avec la prospérité et la réussite du Mali. Cela montre au contraire que l'opinion des Maliens eux-mêmes ne les préoccupe guère, et comme il ne les a d'ailleurs jamais préoccupés. Tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier est le résultat d'interventions irresponsables de forces occidentales en Libye. La présence, qui a duré pendant des années, des pays occidentaux dans cette partie de l'Afrique n'a pas non plus donné de résultats. À cet égard, nous appelons nos collègues du Conseil à reconnaître leurs erreurs et à renoncer à leur velléité néocoloniale. Cette région ne vous appartient pas. Laissez les Maliens et les citoyens d'autres pays de la région prendre eux-mêmes le volant et résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec les partenaires qu'ils choisiront eux-mêmes. Nous n'avons entendu aucune plainte de la part de nos partenaires africains concernant les paramètres de notre coopération. Nous considérons que dans la situation actuelle, il est nécessaire d'aider de manière efficace les autorités maliennes pour surmonter les problèmes les plus aigus, au lieu de leur dicter une ligne de conduite, ce qui est pourtant l'un des péchés les plus fréquents de certains pays. Nous appelons les partenaires internationaux de Bamako à renoncer à la politisation de la question de l'aide financière. Cela aboutit notamment à la fin de financement de programmes de développement au Mali. De telles décisions entraînent une aggravation de la situation humanitaire, déjà très complexe, surtout si l'on tient compte du sous-financement chronique des appels humanitaires pour ce pays. La Russie a l'intention de continuer à aider à normaliser la situation du Mali dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous comptons également continuer à soutenir Bamako autour de différents axes de manière bilatérale. Nous réfléchissons à également des axes pour fournir une aide supplémentaire au Mali en matière d'alimentation et d'énergie. Nous considérons qu'une aide efficace aux autorités du Mali pour garantir la sécurité et pour régler la crise répond aux mêmes objectifs que la paix et la stabilité dans l'ensemble de Sahara et du Sahel. Nous sommes convaincus que le rôle central dans la stabilisation de la région Sahara-Sahel doit être entre les mains des Sahéliens eux-mêmes, conformément au principe des solutions africaines à des problèmes africains. Je vous remercie et je donne à présent la parole au Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général au Mali, chef de la MINUSMA, Mesdames et Messieurs, je commence par vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour l'accession de votre pays, la Fédération de Russie, pays ami et partenaire stratégique du Mali, à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois d'avril 2023. Le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général sous examen. Et je salue M. El Gassimouane, chef de la MINUSMA, pour sa présentation et pour les mises à jour depuis sa publication. Les observations détaillées du gouvernement du Mali figurent dans le mémorandum communiqué à votre auguste conseil hier. Je voudrais à présent faire quelques remarques sur les questions évoquées dans le rapport et sur vos commentaires que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention. D'abord, au plan politique. Je suis heureux de constater que le secrétaire général a reconnu les progrès immenses enregistrés dans ce domaine. En effet, outre les conséquences de l'intervention militaire en Libye, dont les effets continuent d'être ressentis, les autorités de la transition du Mali restent bien conscientes des autres causes qui ont accentué la crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis plus d'une décennie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'attelle, dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales nécessaires à la refondation de l'État du Mali. À cet égard, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le 16 mars 2023, puis présenté aux forces vives de la nation du Mali le 20 mars courant, le projet finalisé de la nouvelle constitution de la République du Mali. Le référendum prévu à cet effet a été différé
en vue d'introduire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée pour prévenir les risques de fraude, créer les conditions pour la participation effective de tous les citoyens aux consultations électorales et réduire le temps nécessaire à l'opérationnalisation des démembrements de l'Agence indépendante de gestion des élections afin de respecter le délai de la transition. Le gouvernement procède actuellement à la vulgarisation du projet de constitution auprès des populations maliennes. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, nonobstant quelques difficultés liées à la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et intelligente, notamment avec les mouvements de l'inclusivité, également signataires de l'accord, en attendant que nos autres frères nous rejoignent dans le processus de paix. Participe de cette dynamique la réorganisation territoriale et d'adoption en Conseil des ministres le 29 mars 2023 du projet de décret visant à améliorer le fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et de la Commission nationale d'intégration. Je rappelle qu'à ce jour, ce sont 2750 ex-combattants qui ont été réintégrés dans les forces de défense et de sécurité maliennes. Par ailleurs, suite au dépôt du rapport final en fin 2022 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le Conseil des ministres a adopté le 1er mars 2023 les textes relatifs à la création de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises depuis 1960. Ceux relatifs au Centre pour la promotion de la paix et de l'unité suivent le circuit d'adoption. C'est le lieu pour moi d'adresser nos remerciements à la médiation internationale, particulièrement à son chef de file, la République sahel d'Algérie. Nous prenons bonne note des récentes propositions de la médiation pour la relance du processus de paix et réitérons notre disponibilité à travailler avec elle pour restaurer la paix et la stabilité dans mon pays. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice, particulièrement à la reddition volontaire de nombreux terroristes dans les régions du centre. Ces actions ont également permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, de renforcer la présence de l'État sur le territoire, de lever les blocus et l'emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du nord et du centre, et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans les zones encore affectées par l'insécurité. Ces opérations sont menées dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, conformément du reste à nos valeurs humanistes ancestrales et par devoir envers nos populations. Dans la même optique, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé le 17 mars 2023 au lancement officiel de la stratégie de stabilisation du centre, dont la mise en œuvre constitue une priorité du gouvernement. Sur la question des droits de l'homme, à travers le retour progressif de l'État dans les localités libérées des emprises terroristes, le gouvernement s'emploie à réduire les violations des droits de l'homme qui sont, faut-il le rappeler, perpétrées essentiellement par les groupes armés terroristes. À cet égard, le dispositif institutionnel a franchi une étape cruciale avec la création le 1er février 2023 de la Direction nationale des droits de l'homme, qui est, entre autres, chargée de coordonner les politiques publiques des droits de l'homme et de veiller à la mise en place
des mesures de prévention des violations et abus des droits de l'homme. Le gouvernement travaille dans le même temps à lutter contre l'impunité, comme en atteste, si besoin en était, la condamnation par la Cour d'assises de Bamako le 24 janvier dernier d'une personne reconnue coupable d'une attaque ayant coûté la vie à 5 casques bleus et une personne civile le 22 janvier 2019. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'il dise à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux 2 rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces 2 exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Malgré les efforts immenses déployés par le gouvernement du Mali, la situation humanitaire est tributaire des facteurs exogènes, tels que les groupes armés terroristes et de certains facteurs tels que la situation humanitaire et les changements climatiques. Les besoins en financement ne sont couverts qu'à hauteur du tiers, alors même que le cours des denrées de première nécessité ne cesse d'augmenter sur les marchés mondiaux. Le gouvernement du Mali, en ce qui le concerne, s'engage à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins humanitaires de nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris les déplacés internes et les réfugiés, conformément à la politique nationale d'action humanitaire. D'où mon appel pour une solidarité internationale plus accrue en faveur du Mali. Sur le défi opérationnel, suivant les chiffres fournis par le secrétaire général, les demandes de mouvement de la MINUSMA sont satisfaites à hauteur de 75%. Ainsi, et contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'existe aucune volonté de restriction des mouvements de la MINUSMA, car les demandes de mouvement de la mission non autorisée ne respectaient pas tout simplement la procédure convenue entre les 2 parties. Nous invitons donc la MINUSMA à travailler plus étroitement avec les autorités maliennes compétentes à travers le cadre de concertation mis en place à cet effet pour la sécurité de tous. Abordons maintenant l'avenir de la MINUSMA. Je voudrais appeler votre attention, mesdames et messieurs les membres du Conseil, sur le fait que les conclusions du rapport sur la revue interne de la MINUSMA ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Mali et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. Dans le même ordre d'idées, je souligne que le gouvernement du Mali
par lettre en date du 1er mars 2023, a expressément demandé le changement de porte-plume sur tout dossier concernant le Mali devant le Conseil de sécurité en raison de nombreux faits documentés dont la France s'est rendue coupable vis-à-vis de mon pays. Je sais pouvoir compter sur la sagesse de ce Conseil de sécurité pour donner une suite aux attentes du Mali et faciliter ainsi notre engagement, notamment lors des négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui débuteront très prochainement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je voudrais dire que le Mali est certes confronté à de nombreux défis, mais le peuple malien, dans sa grande capacité de résilience, a décidé de se tenir debout pour prendre son destin en main et éviter les erreurs du passé afin de retrouver sa cohésion d'antan et la stabilité nécessaire à son développement durable. Fier de l'appui du peuple malien, le gouvernement reste déterminé à faire aboutir les réformes politiques et institutionnelles en cours, y compris la tenue du référendum et des élections générales en vue de conjurer l'instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire que notre pays connaît depuis quelques années. Parallèlement, les forces de défense et de sécurité maliennes intensifient les actions offensives pour défendre le territoire national et pour protéger les populations et leurs biens. Je souhaite que nos partenaires que vous êtes fassent montre d'une grande compréhension et d'accompagnement des choix souverains du peuple malien et de son gouvernement, qui reste disposé à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent, sous réserve du respect des principes qui guident désormais l'action extérieure du Mali. J'adresse mes sincères remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise. Enfin, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées sur le champ d'honneur. J'ai une pensée particulière en ces moments à nos frères sénégalais qui ont perdu la vie récemment au Mali en nous aidant à avoir la paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le représentant du Mali de sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la France qui a demandé la parole pour une déclaration complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste, Al-Qaïda, au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Et les premières estimations et
rapport des Nations Unies était malheureusement totalement inexact et infondé. Donc basons-nous sur des faits, aidons les Nations Unies à faire leur travail, espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme, attendons patiemment que le rapport de Moura sorte. Il y a eu 300 morts en mars 2022 à Moura. On attend toujours le rapport du Conseil des droits de l'homme. Et pour sa part, la France continuera à aider le Mali et la population malienne qui souffre et qui a besoin de paix et probablement de démocratie. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Équateur qui a demandé la parole pour réagir également. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas non plus mon intention de polémiquer avec le représentant du gouvernement malien. J'aimerais toutefois apporter quelques précisions. Je n'ai pas eu l'intention, nous n'avons pas essayé de faire la leçon au gouvernement malien s'agissant des droits humains. Les droits humains ne doivent pas être politisés. Les droits humains concernent l'ensemble de l'humanité, ils ne sont l'apanage d'aucun pays. On a fait mention de l'Équateur, cela m'a surpris parce que l'Équateur vit dans un régime de démocratie, aucun journaliste n'a été poursuivi, ce n'a pas été le cas non plus de procureur ou de juge. Peut-être que le gouvernement du Mali n'est pas au courant du fait que le mandat du gouvernement de M. Correa s'est terminé il y a 4 ans. Je remercie le représentant de l'Équateur. Je dois relever que notre discussion prend un caractère interactif. Et je donne à présent la parole au Mali, qui a demandé la parole pour pouvoir réagir. Merci, Monsieur le Président. Non, je serai très bref. Je n'ai pas non plus de l'intention d'engager une polémique. Je voudrais tout simplement dire que la situation des droits de l'homme au Mali est une source de préoccupation majeure pour le gouvernement. Nous travaillons à son amélioration. Elle est intimement liée à la situation sécuritaire du pays et c'est pourquoi d'ailleurs nous mettons l'accent sur la situation sécuritaire. Par contre, vous avez entendu l'ambassadeur de France et je m'inscris totalement en faux de ce qu'il dit concernant les différents rapports. C'est des documents qui existent, c'est des documents disponibles sur ce qui s'est passé. Donc vraiment, je le renvoie à ces documents-là. Et deux, nous avons demandé une réunion spéciale du Conseil justement pour évoquer les violations répétées de notre espace aérien et les cas d'espionnage dont nous sommes l'objet. Je pense que c'est l'occasion, si l'ambassade de France le veut bien, elle peut lever, la France peut demander, peut lever les restrictions, peut lever justement les blocages pour la tenue de cette réunion. Nous aurions l'occasion de mettre nos preuves sur la table. Donc encore une fois, notre souci majeur, c'est la sécurité du peuple malien, c'est des réformes politiques et institutionnelles, c'est ce que nous faisons. Et je reste ouvert à engager la discussion avec mon ami de l'Équateur et avec l'ambassadeur de France. Je suis sûr qu'il y a un espace pour qu'on se comprenne, mais arrêtons de politiser la question des droits de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Mali. Je n'ai plus d'intervenants sur ma liste. J'invite les membres du Conseil à se rendre en consultation officieuse pour poursuivre la discussion de cette question.